Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau live organisé par Stage Découverte, donc la plateforme qui met en relation les jeunes avec des professionnels pour découvrir leur métier. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Gwendoline, Laurent et Clara. Aujourd'hui, on est en force et qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Donc, le chat, c'est l'icône qui est juste en bas de votre écran et ensuite le chat s'affiche à droite. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et du coup, mes trois camarades seront ravis de faire remonter ces questions à nos trois invités. Donc aujourd'hui, c'est un live très spécial. Donc comme je disais, on a trois professionnels. Donc on a d'abord Christophe de la Bastide, qui est chef de produit chez Finastra, donc une entreprise qui mêle en gros finance et tech. Donc il va présenter son parcours, son entreprise et son métier pendant 40 minutes. Puis, pour les 20 minutes restantes, vous allez avoir la chance de rencontrer deux autres de ses collègues qui exercent le même métier, mais sur d'autres types de produits, qui sont du coup Arnaud et Frédéric. Et du coup, encore une fois, n'hésitez pas à leur poser des questions pendant les 20 minutes restantes du live. Et Gwendoline, Laurent et Clara seront ravis de les faire remonter. Voilà, donc c'est parti. Christophe, est-ce que tu peux nous présenter ton métier comme si tu l'expliquais à ta grand-mère, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés. Merci d'être à l'heure pour cette connexion. Alors, je vais vous partager mon écran. J'ai préparé une petite présentation. La voici pour expliquer mon métier. Donc voilà, je m'appelle Christophe de la Bastide et je vais vous présenter mon métier de chef de produit dans cette entreprise qui s'appelle Finastra, basée à Paris. C'est un métier que j'exerce maintenant depuis une dizaine d'années. Alors, voilà, on commence par essayer d'expliquer avec des mots simples qu'est-ce que c'est qu'un chef de produit. En anglais, on dit product manager et chef de produit, pour moi, c'est piloter l'évolution du logiciel qui s'appelle Summit. Dans ma société, Finastra, on émet beaucoup de logiciels, on édite beaucoup de logiciels, chacun destiné à des types de clients particuliers. Le mien s'appelle Summit, il est destiné à des clients, donc des banques. Ils vont être utilisés uniquement à l'intérieur des banques. Ça veut dire que ce n'est pas le portail bancaire que vous pouvez peut-être avoir quand vous vous connectez. C'est pour les banquiers qui ont besoin de gérer la trésorerie de leur banque. Donc, Du coup, Christophe, je me permets pour être sûr de bien comprendre. En fait, ton logiciel, il ne s'adresse pas à des clients comme toi et moi, mais vraiment à une entreprise. tout à fait. Donc, on Une appelle banque. ça dans le jargon, on appelle ça le B2B. B2B, ça veut dire business to business. Ça veut dire que c'est une entreprise qui vend à une autre entreprise. Par opposition au B2C, qui est business to client, qui serait par exemple quand euh, une société vend un logiciel à des utilisateurs comme vous et moi dans le cadre privé. Par exemple, vous allez sur Instagram, Instagram, c'est du B2C. Les utilisateurs finaux sont n'importe qui. Ici, véritablement, notre audience sont des sociétés et pas des individus. D'accord. Donc, par exemple, je ne pourrais pas avoir ton logiciel sur mon téléphone. Ce serait vraiment Malheureusement, une non. entreprise. OK. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est pas possible et je suis pas certain que tu y trouves beaucoup d'intérêt puisque c'est vraiment très spécifique à un domaine particulier, mais c'est aussi tellement spécifique que les entreprises, les banques sont prêtes à investir assez massivement parce que ça leur répond vraiment à un besoin. Donc voilà, mon travail de chef de produit, il consiste essentiellement à comprendre ce besoin des banques. Comprendre ce besoin donc, via un certain nombre d'interactions. Ensuite, quand on a défini un besoin, par exemple, j'ai besoin de pouvoir voir combien d'argent j'ai à investir en tant que banque ou combien voilà, des choses que les banques font régulièrement, il faut ensuite fabriquer cette logique, donc suivre ce besoin. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les besoins, elles émettent les banques, elles émettent des besoins, mais les banques ne sont pas les seules à décider de ce qu'elles font. Parce que vous savez, il y a beaucoup de réglementations. Les banques ne font pas exactement ce qu'elles veulent. Donc, je dois aussi suivre les évolutions réglementaires du marché qui sont émises par les États et puis aussi les évolutions technologiques. Par exemple, le big data, qui est peut-être des choses que dont vous avez entendu parler, ou l'artificial intelligence, sont des évolutions technologiques qu'il faut pouvoir comprendre et saisir pour pouvoir éventuellement les utiliser pour répondre aux besoins des clients.
D'accord. Du coup, Christophe, juste pour être sûr aussi de bien comprendre autre chose, toi, en fait, tu te renseignes sur toutes les lois qu'il y a enfin, que l'État Oui, promulgue pour justement faire en sorte que ton logiciel soit raccord avec ces lois. C'est ça? Tout à fait. Pour Et permettre, également être toujours en fait à la pointe de la technologie. Quand tu parles de big data, d'intelligence artificielle, en fait, c'est juste que ton logiciel doit être en perpétuelle évolution pour être du coup toujours à la pointe. C'est ça? c'est exactement ça. Sur ce second point, la partie technologique, c'est assez intéressant de voir que notre société se présente comme ce qu'on appelle une fintech. Fintech, c'est la contraction de finance et technologie. Parce que finalement, nous ne sommes pas nous-mêmes les financiers, ce n'est pas nous qui investissons l'argent ou qui vendons des produits financiers, mais nous permettons par la technologie à des banques d'utiliser de faire de la finance. Voilà. Dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire dans le cadre des lois. Ben, quand on a compris le besoin, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à le faire, le réaliser. Donc, il faut imaginer des solutions. Imaginer, c'est planifier, c'est se mettre à plusieurs et réfléchir ensemble. Alors, j'ai illustré ça sur la photo que vous voyez en bas à gauche, lors d'une réunion qui a lieu régulièrement dans laquelle on essaye de réfléchir à l'avenir. On réfléchit, on imagine des solutions tous ensemble. Et chacun vient avec ses qualités. Certains seront meilleurs dans le graphisme, d'autres sur l'intelligence qui va être derrière, les algorithmes qui sont derrière, et d'autres qui seront plutôt sur la technologie qui est derrière, qui permettent de faire fonctionner tout ça. Donc, du coup, j'imagine que tu ne travailles pas tout seul sur ton logiciel. C'est un Effectivement. travail d'intelligence collective avec d'autres personnes et du coup, qui répond aussi aux besoins de la banque à qui tu souhaites vendre le logiciel, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, c'est une grosse équipe, plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur ce logiciel, que ce soit les gens qui le conçoivent, les gens qui codent le logiciel, les gens qui en font la qualité, les gens qui ensuite le présentent aux clients. Donc c'est plusieurs centaines de personnes si on compte l'intégralité de ça. Mais l'équipe de développement, le product management, est vraiment dédié au développement. Et là, il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent dessus. Donc, une fois qu'on a priorisé et planifié les idées, ben, on va suivre ce développement. Suivre ce développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire régulièrement revoir avec les équipes de développement où est-ce qu'on en est. Est-ce que ce qu'ils ont commencé à développer, à coder, répond aux besoins de la façon dont on l'avait imaginé? Ou peut-être il est temps, avant que ce soit trop tard, de modifier le développement pour que ça réponde encore mieux aux besoins. Donc, du coup, ton produit, donc, qui est le logiciel, il est toujours en évolution, en fait. Il n'y a jamais un produit figé. Tu peux le modifier et du coup, tout ça avec ton équipe. Tout à fait. Le produit est en évolution parce que la technologie change, parce que la réglementation change et parce que notre façon de consommer la finance aussi change régulièrement. Donc les clients vont régulièrement prendre des évolutions du logiciel. Et c'est vrai qu'on est en général sur une base de clients qui prend une nouvelle évolution tous les ans ou tous les 3 ans. Donc pas non plus tous les jours. C'est pas comme sur votre téléphone, si on reprend l'analogie avec Instagram, vous ne vous rendez même pas compte quand il y a une mise à jour sur Instagram, ça se fait automatiquement. Pour notre logiciel, ça se fait de façon un peu moins fréquente et en accord avec le client. C'est pour ça que d'ailleurs, avant de les mettre, avant de livrer au client, en fait, il y a toute une phase qui est le lancement sur le marché. Ce qu'on appelle le lancement sur le marché, c'est la communication qu'on va faire avec le client et au travers de différents canaux, par exemple, en faisant de la publicité dans des revues spécialisées, en faisant des colloques. On va expliquer ce que fait la nouvelle version du logiciel, pourquoi est-ce qu'il devrait le prendre. C'est ce qu'on appelle le lancement sur le marché. Je te coupe 2 minutes, Christophe. Juste, tu peux nous dire ce que c'est un colloque? Euh, c'est une réunion entre experts, on va dire. En fait, c'est les gens qui vont décider. Ça va être alors là, quand je parlais d'un colloque, ça va être plutôt plusieurs banques qui régulièrement se retrouvent entre elles parce qu'elles ont des besoins communs et elles vont parler entre elles de la façon de résoudre ce besoin. Souvent, on va chercher à nous, Finastra, animer ce colloque.
mais ça peut être directement, ça peut être un colloque organisé par d'autres gens du marché. Et nous Christophe, avons on la... a une question d'Honoré qui Oui. se pose un peu qui se demande la différence entre ton métier de chef de produit, product manager et un développeur de logiciel. Alors, c'est une très bonne question. Donc, moi-même, je ne code pas. Je ne suis pas en train de développer, mais je définis avec mon équipe ce qu'il va falloir développer. Je suis en charge de prioriser. Le mot le plus important, on va dire, c'est imaginer les solutions, les conceptualiser, les décrire, mais aussi les prioriser et les planifier. Ensuite, moi-même, je ne développe pas, mais je suis le développement. Donc, je suis en relation constante, permanente avec les développeurs. Mais je ne En suis fait, pas tu es un peu le moi-même. chef d'orchestre du produit. Tu fais en sorte que le produit fonctionne du début, de l'idée du produit jusqu'à sa conception finale. Et faire en sorte que tout le monde travaille comme il faut et que le client soit content. Je l'explique très simplement, mais est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Très bien Et du coup, résumé. Honoré a une autre question sous-jacente. Il se demande si du coup tu travailles en open space avec tous ces développeurs pour gérer ton orchestre. Exactement. Bah, c'est un peu l'image que j'essaye de mettre en bas à gauche ici. Alors, je vais déplacer l'écran pour que vous voyez mieux. Mais effectivement, alors là, c'est moi qui prends la photo, donc on ne voit pas, mais on travaille en open space. Il se trouve que mon équipe, elle est largement à Bucarest, en Roumanie. Ça veut dire que je suis en contact avec eux quand je peux me déplacer. En ce moment, vous imaginez bien qu'avec les contraintes du Covid, ce n'est pas possible, donc ça se fait beaucoup par visio. Mais quand c'est possible, je me déplace, je vais les voir, on travaille ensemble et puis surtout, on reste connecté par téléphone et par visio. Super. Merci. Bah, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton quotidien? Comment se passent tes journées? Alors effectivement, beaucoup de mon quotidien, comme vous le voyez ici, se passe en visio, donc un peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Là, je suis avec une grosse partie de mon équipe. Je suis cette personne au milieu là, et mon équipe avec moi. On discute, on se réunit régulièrement, on essaie de comprendre quels sont les besoins. Alors, une journée type, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que tous les jours se ressemblent. Alors, j'ai essayé de décrire une journée type ou une semaine type. Alors déjà, je suis père de famille. Le matin, je dépose mes enfants à l'école vers 8h30. Puis après, en ce moment, j'arrive chez moi, mais dans la vraie vie, en général, je vais plutôt au bureau. J'y vais à vélo. Et puis, je commence par lire et répondre à mes emails. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'emails qui m'arrivent pendant la nuit? C'est parce que notre logiciel, on le vend à des clients partout sur la planète. On le vend en Europe, évidemment, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Et bah, sur ces régions-là, pendant la nuit, bah, c'était le jour chez eux. Ils ont eu des questions, ils ont eu des demandes et ils les ont formulées. Ce qui fait que quand j'arrive, je dois me mettre à jour. Et puis, un petit peu plus tard dans la journée, il se peut qu'on ait, par exemple, ici à 10h, je discute avec un client d'un projet qu'il aimerait faire, un nouveau projet. Il a envie de lancer une nouvelle idée sur le marché et il a besoin de nous pour la développer. Alors, on va discuter avec lui et c'est vrai que quand on a une idée, au début, cette idée n'est pas forcément claire. Et donc, notre rôle en tant que product manager et aussi avec mon équipe, c'est d'essayer de leur faire exprimer ce besoin d'une façon qui soit le plus précise possible, déjà pour qu'on puisse développer quelque chose qui réponde bien à leurs besoins, mais aussi parfois leur faire prendre conscience d'une façon alternative, peut-être de l'idée qu'ils avaient, qui serait encore plus efficace. Parce que peut-être que parfois, je te pose la question, peut-être que parfois ils ont une idée en tête, mais ils ne savent pas forcément comment ça se traduit de manière concrète avec un logiciel. Et du coup, essayer de leur expliquer comment ça peut être fait en code ou sur d'autres fonctionnalités pour que finalement, ce que tu vas leur proposer réponde à ce qu'ils voulaient à la base. Voilà, Peut-être de ils expriment un pédagogie. rêve et moi, Mm. je vais essayer de leur proposer une façon de réaliser ce rêve avec un logiciel. Puisque nous vendons des logiciels, c'est bien l'objectif. Et tu travailles en quelle langue quand tu travailles du coup avec toutes ces personnes? Alors, la plupart du temps, c'est en anglais parce que les clients sont vraiment partout dans le monde et l'anglais est devenu la langue universelle. J'aime beaucoup travailler avec mes collègues en français, mais la réalité du terrain, c'est que tout ce que j'écris, quasiment tout ce que j'écris est en anglais et une grosse partie de mes interactions verbales
se font en anglais. Avec la Roumanie, on ne parle ni en français ni en roumain, on parle en anglais. Mais c'est vrai aussi avec les Chinois et évidemment avec les Américains. Et justement, est-ce que tu te déplaces beaucoup hors temps de Covid? Donc, tu disais que tu allais en Roumanie, souvent à Bucarest. Est-ce que tes clients asiatiques, américains, tu vas aussi sur place et ça représente combien de jours sur une année de déplacement à l'étranger comme ça? Oui, effectivement, avant le Covid, je me déplaçais énormément. Ça représente, alors j'avais fait le calcul, en gros 50, c'était 50 nuits par an passées dans des hôtels. Donc si on fait, il y a à peu près 250 jours où on travaille, un peu moins, 210 jours où on travaille en France, à peu près un quart de mon temps était passé à l'étranger. Alors c'est vrai que depuis le Covid, ça change beaucoup mon rythme de vie. Je vois plus ma famille, mais j'étais aussi très content de voyager, d'aller découvrir des pays assez lointains, d'en profiter parfois pour passer le week-end et découvrir des choses que sinon je n'aurais pas découvert. C'est toujours toi qui pars ou des fois c'est ton équipe que tu envoies justement? C'est mon équipe aussi, beaucoup. Ce n'est pas que moi. Les développeurs partent moins, mais les gens de mon équipe, et en particulier Frédéric et Arnaud qui sont ici présents aujourd'hui, partent aussi régulièrement, se déplacent régulièrement. Honoré répond que oui, ça fait beaucoup de jours quand même loin de chez toi et de ta famille, du coup, sur une année. Oui, 50, c'était un peu le max et je trouvais que c'était un peu trop. Ce qui fait que quand j'ai pu me poser un petit peu au début du Covid, je n'étais pas si mécontent. Voilà. Et donc, si je reprends le rythme de cette journée, on discute avec le client d'abord, on essaie d'exprimer le besoin. Et puis après, on en discute en interne pour essayer de spécifier. Spécifier, ça veut dire écrire ou décrire, faire des maquettes, faire des dessins qui permettront de définir à quoi ressemblerait le produit, sur quel bouton il faut cliquer pour arriver à telle fonctionnalité, en combien de temps ça doit arriver, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être complètement automatisées, etc. Donc on va essayer de planifier et on va voir si c'est possible et en combien de temps on pourrait le développer. Du coup, la question, c'est savoir si tout ce que le client veut est possible et c'est possible de le réaliser, c'est ça? Alors, on n'a pas la possibilité de réaliser tout ce que les clients veulent. Donc, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prioriser. Je vous rappelais dans le premier slide à quel point c'était important de prioriser, c'est-à-dire donner une priorité. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous et pour le client, sachant qu'on n'a pas une capacité de développement infinie et que voilà, il faut arriver à faire en premier les choses les plus importantes. Donc, après en avoir discuté, on va avoir tout un processus qui nous permet de savoir si on va passer en développement ou si on va tout simplement rejeter cette demande ou trouver une façon alternative de le faire. Parfois, on peut même laisser le client fabriquer une partie de sa solution en propre. C'est ce qu'on appelle le toolkit chez nous. Ça veut dire qu'il est capable d'utiliser, d'étendre la solution lui-même. Il peut coder sur notre code. C'est-à-dire qu'en fait, il va se resservir de votre logiciel et il va lui-même le développer sans passer par ton entreprise. C'est ça, il va rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas là en natif et qui en fait, il va être autonome. Une fois qu'il aura acheté le produit, il va être autonome sur le logiciel, c'est ça? Exactement. OK. Alors évidemment, quand il y a un même besoin qui est exprimé par plein de clients, on préfère le faire en interne parce que ça nous permettra de servir plein de clients. Si c'est très spécifique à un client en particulier, c'est normal que ce soit lui qui le fasse juste pour lui. Oui, parce qu'en fait, le logiciel, il est utilisé par plusieurs banques, finalement. Il est utilisé par plus d'une centaine de banques. D'accord. Ils ont le même logiciel, ils l'ont installé, ils ont décrit leur processus de façon un peu unique, mais il est utilisé à chaque fois. C'est toujours le même logiciel, la même base de logiciel. La base est la même, mais en fonction des différentes banques, ils peuvent choisir d'avoir telle ou telle fonctionnalité ou ne pas avoir celle-là, ou enfin voilà, personnaliser un petit peu leur produit. Tout à fait. Ils choisissent ce qu'on appelle des modules qui peuvent activer ou pas en fonction de leurs besoins. D'accord. Comme des matières à l'école, quand on peut choisir, parfois on peut en prendre certaines et parfois ne pas en prendre. Enfin, on peut choisir les matières qu'on veut, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça.
Et alors, malheureusement, les clients, parfois, ils se plaignent aussi, hein. Alors, parfois, ils ont envie de créer avec nous, et parfois aussi, ils viennent me voir. Là, par exemple, je donnais cet exemple. Je peux avoir un client qui m'appelle, qui vient se plaindre parce que, selon lui, le produit ne marche pas. Il a trouvé une faille, et c'est très important pour lui. Comme c'est grâce à ça qu'il travaille, si jamais le produit ne marche pas, il ne peut pas travailler. Donc, il faut être très réactif pour trouver une solution qui puisse marcher pour eux. C'est la qualité, le processus de qualité qui va être en œuvre, le développement qui va corriger, ou alors les équipes de support client, hein, ceux qui sont proches des clients, qui vont pouvoir l'aider à corriger cette solution. On va essayer de coordonner ça encore au niveau product management. D'accord. Pour que tout fonctionne bien, encore une fois, en tant que chef d'orchestre, tu regardes si tout est harmonieux entre tes équipes et tous tes clients. C'est exactement ça. Et malheureusement, on laisse passer des bugs. Ça arrive assez peu dans les logiciels qu'on utilise sur notre téléphone. Hein. Instagram, je ne sais pas si on y voit beaucoup de bugs ou il y a des choses qui ne fonctionnent pas. La différence entre Instagram et un logiciel, c'est que si jamais il y a une photo qui ne part pas bien sur Instagram, ça va être gênant, mais ça ne va pas vous empêcher de travailler. La différence, c'est que c'est leur outil de travail, et sans cet outil de travail, ils sont complètement bloqués. Donc, il y a un besoin de service extrêmement fort. Oui, on peut se passer d'Instagram pendant 5 minutes sans que ça crée une crise. Alors, je ne veux pas créer de polémique là, hein, mais c'est ce qui me semble aussi. Si je reprends un peu le fil de ma journée, à 15 heures, par exemple, un nouveau client, moi, je viens de sortir un nouveau module. Donc, on parlait de ces différentes briques qui font un logiciel et qui permettent d'être activées ou désactivées chez le client. Si je viens de créer un module avec l'équipe de développement et qu'on l'a lancé sur le marché, peut-être qu'il y a un client qui dit « Moi, j'aimerais bien le voir, ce nouveau module. J'aimerais comprendre mieux ce qu'il fait. Je pense que j'en ai besoin, mais je voudrais d'abord voir avec vous. » Donc là, on va organiser ce qu'on appelle une démo, une démonstration. On va décrire ce que fait le module, on va lui montrer le logiciel, on va répondre à ses questions pour pouvoir s'assurer que ça répond bien à son besoin et qu'à la fin, il l'achète, puisqu'à la fin, il s'agit bien de ça. Ok. Donc, tu vas juste, le passage de cette partie de la journée, c'est juste de montrer en fait à ton client le produit. Tout à fait. Ok. Et c'est particulièrement intéressant de lui montrer parce que souvent, il donne des retours sur ce produit et il va nous dire voilà, j'aurais plutôt fait ça comme ça ou j'ai besoin de ça, est-ce que c'est bien couvert? Et parfois, ça donne de nouvelles idées. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait, ce qu'on faisait à 10 heures, ça veut dire discuter avec le client pour savoir ce qu'il va falloir faire après. Ok, ça marche. Et on est en contact après avec le vendeur. Alors moi, je ne suis pas vendeur, ce n'est pas moi qui vends le produit. Par contre, le vendeur, il a besoin de mon aide pour savoir quel est le bon prix et la meilleure stratégie pour faire en sorte que le client soit convaincu le plus rapidement possible pour qu'il paye et achète le logiciel. Bah, si c'est ton produit, c'est vrai que peut-être que tu sais très bien, enfin j'imagine que tu sais très bien le présenter. Donc du coup, peut-être que ça aidera le vendeur si tu lui expliques comment présenter le produit à une banque. Tout à fait. Alors oui, alors lui, il aura participé souvent à la démo avant, mais après, on va essayer de définir une stratégie de vente. Sachant que c'est lui qui la met en œuvre, mais parfois, il a besoin de bien comprendre quels sont ce qu'on appelle les points de vente, les points clés de vente, les unique selling points en anglais, qui permettent de faire pencher la décision d'achat. C'est le convaincre, en fait. Exactement. Ok. Et du coup, comment se termine ta journée en général? Elle se termine souvent. Bon, alors là, si je mets à 18 heures, on peut réfléchir à la vision parce qu'à chaque fois, même si un logiciel a été pensé d'une certaine façon, il évolue. Si on repense encore une fois à Instagram, au début, c'était du partage de photos, mais aujourd'hui, c'est bien plus que du partage de photos. C'est carrément un réseau social dans lequel les gens échangent beaucoup plus et clairement, au fur et à mesure, on fait évoluer le logiciel de façon à répondre toujours à plus de besoins ou mieux aux besoins déjà identifiés. Et est-ce que tu as des horaires fixes? À quelle heure tu finis? Généralement, tu nous disais que tu commençais à 9 heures après avoir déposé tes enfants. La fin de journée, elle est aussi claire que ça? Plutôt vers 19 heures, oui, en général. 9h, 19 heures avec une pause déjeuner d'une heure environ. C'est sûr que si tu dois réfléchir à ce qui va se passer dans 3 ans, j'imagine qu'il faut un petit peu de temps. Donc,
Donc, peut-être que parfois, ça dépasse un petit peu et tu peux aller jusqu'à 19h. C'est ça. Okay. Mais on le fait en équipe, alors c'est assez sympa, hein, et notamment avec Frédéric et Arnaud qui sont là ici. On essaye de réfléchir ensemble pour pouvoir se challenger, donner des idées et aller toujours un peu plus loin. Se challenger, du coup, donc, au sens de confronter ses idées. Exactement. Parce que seul, on a souvent des bonnes idées. À plusieurs, on a souvent des encore meilleures idées. On réfléchit mieux en équipe, ouais. Et du coup, on nous demande, est-ce que tu as toujours des journées aussi chargées que ça toute l'année? C'est des journées assez chargées, oui. C'est effectivement des journées bien chargées. Je dirais que effectivement, de temps en temps, quand on rencontre les clients, on ne va pas avoir tout ça à faire dans la même journée. Et on va plutôt passer une journée complètement chez un client. Là, c'est très difficile de parler d'une journée type parce qu'il n'y a pas deux journées pareilles. On organise vraiment notre emploi du temps, je ne dirais pas comme on le souhaite, mais en fonction des besoins. Et il n'y a pas deux jours qui se ressemblent complètement. Et du coup, on a une question. Alors, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être plutôt ceux qui sont au niveau commercial. Mais est-ce qu'il y a des primes quand on arrive à avoir une grosse banque qui rejoint Finastra et qui prend le logiciel? Alors, c'est effectivement, en tant que membre d'une société, on est toujours intéressé par le fait qu'il y ait un succès commercial. On n'est pas directement des vendeurs, donc on ne va pas parler de primes pour la vente. Cela dit, on va faire la somme de toutes les ventes qui sont faites au niveau mondial et on va avoir un bonus de fin d'année qui va dépendre, qui sera notamment indexé sur la quantité de ventes qui aura été faite par l'équipe de vente. Tout à fait. Ok, eh bien merci beaucoup du coup pour ce descriptif. Et moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? C'était quoi ton Alors, rêve? quand j'étais plus jeune, alors je vous montre un petit peu. Alors, quand j'étais plus jeune, au début, je voulais être charpentier. J'adorais ces constructions en bois assez complexes où chaque chose s'imbrique, s'implique les unes dans les autres, où il faut réfléchir, il faut planifier. J'aimais bien faire des plans. J'avais fabriqué, ne serait-ce que ma table de nuit, ça m'avait beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé ça. Puis j'étais aussi scout et j'avais fabriqué des installations en bois dans la forêt et c'était vraiment passionnant. Un peu plus tard, je me suis dit plutôt ingénieur en mécanique, faire de la mécanique, des choses qui s'embriquent, qui s'emboîtent. Et voilà. Bon, en réalité, aujourd'hui, ben voilà, je suis chef de produit d'un logiciel. Vous allez me dire, ce n'est pas tout à fait la même chose. La réalité, c'est qu'il y a quand même un lien. Il y a toujours la planification, l'idée d'inventer. Vraiment, au quotidien, c'est résoudre des problèmes et inventer. Et l'idée de réfléchir à un produit, quel qu'il soit en fait, que ce soit un logiciel ou que ce soit une table de nuit, tu réfléchis à la faisabilité, tu regardes si c'est possible de le faire, comment on le fait, comment tu t'organises pour après pouvoir avoir ce produit tel qu'il est aujourd'hui. C'est ça, avoir la meilleure utilisation du bois, la meilleure utilisation du temps pour de l'espace, si on pense à cette table de nuit, où est-ce que je mettrais ma chaîne, mes CD, mes trucs comme ça, etc. Tout ça, c'était très... Il faut penser quand on fait des plans que le bois, ce n'est pas une feuille de papier, donc quand on va l'assembler, il faut prendre en compte l'épaisseur du bois. Dans un logiciel, on ne parle pas d'épaisseur du logiciel, mais plutôt les contraintes du logiciel, comment est-ce qu'il a été pensé avant, comment est-ce qu'il a été construit. Honoré résume ça dans le chat en disant que charpentier et chef de produit, c'est un peu le même principe car on construit quelque chose dans les deux cas en fait, quoi. Tout à fait. Et on a une question de Cléa et aussi, ouais, qui nous demande si justement tu continues d'aimer la charpenterie. Est-ce que tu pratiques dans tes temps de loisirs cette activité-là? Alors, je construis encore des choses en bois, plutôt avec mes enfants maintenant. Alors, je n'ai pas de photos ici à vous montrer, mais c'est vrai que j'aurais pu en trouver. Oui, avec des tarières, des ciseaux à bois, des scies, etc. Et on fabrique des bancs, des chaises, des tables, des trucs qu'on met quand on est dans le jardin. Oui, ça reste quelque chose que j'aime beaucoup faire. Tu as gardé ton rêve d'enfant quand même. C'est ça. J'essaie de le transmettre à mes enfants aussi. Merci. Super, merci. Ouais. Cléa te remercie également. Merci pour cette question, Cléa. Les autres, n'hésitez pas aussi à vous en poser. Nos invités seront ravis de vous répondre. Alors, on va peut-être enchaîner un petit peu pour justement laisser d'ici 10 minutes Frédéric
et Arnaud présenter leur métier. Donc, je t'en prie, parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment t'en es arrivé ici? Alors oui, j'ai passé mon bac en 1999. J'ai fait un bac général avec la spécialité scientifique, donc le bac S. Et après, en fait, de 99 à 2005, j'ai fait une prépa aux écoles d'ingénieurs. Et j'ai intégré l'école polytechnique en 2001 jusqu'à 2005. Donc, vous me voyez en grand uniforme, célébrant tout ça. Et puis, comme je vous le disais au début, je voulais initialement être ingénieur dans la mécanique. Donc, j'ai commencé par 3 ans chez Renault, de 2005 à 2008. 3 ans dans lesquels je me suis pas mal épanoui. Alors, j'étais dans la conception. Alors, on n'était pas sur de la charpenterie, puisque ça ne se fait plus en bois, les voitures, mais on était plutôt sur la charpenterie de métal, puisque j'étais responsable de ce qu'on appelle la structure de caisse d'une voiture. C'est toute la partie métallique qui est dans laquelle on vient s'installer, qui fait l'habitacle et sur lequel vont se greffer les sièges, les moteurs, etc., et les roues. Et puis en fait, pour faire ce travail qui était beaucoup de l'analyse de mesures, on faisait des mesures sur des pistes, on allait mesurer tout ça, puis ensuite on essayait de dépouiller, de comprendre un petit peu ce que ces mesures pouvaient nous apprendre sur le comportement du véhicule sur route. En fait, je vais commencer à écrire des petits logiciels pour mon propre utilisation. Et je me suis aperçu que déjà, j'aimais bien écrire ces logiciels, mais j'aimais surtout interagir avec mes collègues parce que ce logiciel que j'avais fait pour moi au début, quand je suis parti, il était utilisé par à peu près une vingtaine de personnes. Et je sais que 5 ou 10 ans après, il y avait encore du monde qui l'utilisait. Donc, il répondait vraiment à un besoin. Et je me suis dit, mais en fait, le monde du logiciel, c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça va très, très vite. Entre l'idée et la réalisation, ça va d'une journée ou quelques heures quand on apprend à faire du logiciel à quelques mois ou voire 1 an quand on fait du logiciel tel que je le fais aujourd'hui. Mais on est vraiment sur des cycles relativement courts. Entre l'idée et la réalisation, c'est relativement court. Donc, c'était passionnant. Et quand on m'a appelé en 2011 pour aller rejoindre une entreprise de logiciels de finance, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Et j'ai changé complètement de carrière. Et je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. À la finance, au monde de la finance. Donc, en effet, même si c'est pour toujours construire des choses, c'est quand même un changement de secteur. Complètement, un changement de secteur. Et c'était alors en 2005, quand je suis sorti d'école, si on m'avait dit que j'allais faire ça dès 2008, j'aurais dit non, c'est pas possible, c'est pas du tout ce que je pense faire. Et la réalité, c'est que je me suis laissé guider et ça a été une bonne façon. Et justement, Christophe, en parlant de ta sortie d'études, on a Karine qui nous demande si l'entrée à Polytechnique est dure. Alors, ça demande beaucoup de travail, effectivement. C'est 2 ans que j'ai passé en prépa scientifique. Alors, c'était des 2 ans passionnantes, hein. J'ai trouvé ça absolument génial. On apprend plein de choses sur les sciences de la matière, les mathématiques, la physique, la bio. C'est absolument passionnant. Mais c'est vrai que pendant 2 ans, on se met à fond dans les études. Et après, c'est très gratifiant, déjà parce que cette connaissance qu'on a accumulée, on l'utilise tout au long de notre vie parce que c'est des choses très pratiques, mais aussi parce qu'une fois arrivé à l'école polytechnique, il y a beaucoup de portes qui nous sont ouvertes. Et juste pour info, on a aussi Frédéric qui nous dit qu'elle aimait bien construire des choses et que la partie charpentier lui parle. Donc, en fait, on a peut-être vraiment un gros point commun entre les charpentiers et les chefs de produits par ici. Exactement. Justement, voilà, il nous reste 5 minutes, Christophe, pour que tu nous parles un petit peu des préjugés, des idées reçues sur ton métier avant de laisser la parole du coup à Frédéric et à Arnaud. Alors, je montre quelques photos, des images de comment on planifie en équipe. Je vais aller très vite, mais donc voilà, c'est mon équipe à Bucarest, réfléchissant, on planifie. Au bout d'un moment, on joue beaucoup avec des post-it, on interagit parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et à la fin, voilà, une fois que tous les post-it sont collés, que tout le monde est à peu près d'accord, là on regarde qui est-ce qui est d'accord, qui pense que c'est réalisable ce qu'on va faire. Les gens mettent des points selon qui pensent c'est pas du tout réalisable. Là, oui, c'est sûr, ça va marcher. Et on voit que les gens sont à peu près confiants ici. 4 sur 5 en moyenne. Donc, on lance le plan et
ça roule. À la fin, ça donne des logiciels de ce type-là avec des graphes, avec beaucoup de valeurs chiffrées. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des devises à côté. Là, on parle de US dollars, on parle de... Alors, les idées reçues. Première idée reçue, la finance, c'est un métier de loup vorace. Certainement que ça doit pouvoir exister, mais je peux vous assurer que ce n'est clairement pas la majorité. La majorité sont des gens qui sont juste passionnés en particulier dans le métier du logiciel par ce qu'ils font et ils sont passionnés par développer ensemble. Il y a vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié les interactions humaines que j'ai eues dans ce monde-là. Oui, puisqu'en plus, tu travailles avec une équipe. Donc, forcément, il y a de l'humain, il y a de la discussion, il y a un échange entre différents cerveaux pour créer un produit commun. Exactement. Deuxième idée reçue, c'est le fait que la finance, c'est plus difficile que la mécanique. Alors moi, j'étais assez surpris de constater que c'est plutôt l'inverse. Parce que la réalité des choses tangibles, les choses qu'on touche, en fait, la modélisation, c'est à nous de la faire. On doit modéliser, essayer d'imaginer quelle est la meilleure représentation à mettre dans un logiciel quand on veut simuler une voiture qui roule. Alors que la finance, c'est une création humaine, donc quelque part, on a créé la finance à l'image de l'intelligence du monde, et quelque part, comme cette intelligence, elle est compréhensible, on arrive assez bien à la capturer, à la décrire. Donc j'ai trouvé que la finance était plutôt plus facile, mais c'est vrai qu'elle est quand même très complexe. La troisième idée reçue que je voulais balayer ici, c'était qu'il fallait être un garçon. Alors, dans mon équipe, il y a à peu près 50-50 de garçons et de filles. Le développement à Bucarest est dirigé par une femme qui est en charge dans son équipe quasiment autant de garçons que de filles. Ça dépend des équipes. Parfois, certaines spécialités, il y a plus de filles. Est-ce que c'est genré? Je ne sais pas. En tout cas, on est à peu près à 50-50. Et dans mon équipe directe, en tant que product manager, c'est aussi 50-50. Mon équipe en Chine, c'est une femme. Aux États-Unis, c'est aussi une femme. En France, il y a 2 femmes et 3 garçons. Voilà. On a à peu près la mixité. Est-ce que c'est incompatible avec la vie de famille? On a eu quelques questions tout à l'heure avec le rythme effréné. Alors effectivement, ça prend pas mal de temps, mais non, alors je dirais plutôt que c'est la vie de famille qui permet d'avoir je suis très attaché à passer du temps avec ma famille, et le soir, quand on arrête le travail, c'est terminé. Et pareil pour le week-end. Donc non, on a le temps de passer beaucoup de temps. Et même, on a le temps aussi de se plonger dans d'autres passions. Alors là, vous voyez une photo de moi avec... alors j'ai été scout quand j'étais jeune, mais j'ai repris un peu du scoutisme plus récemment. En étant chef de groupe pour ceux qui connaissent. Et là, on était allé courir avec certains des chefs que j'encadrais, faire 10 km. Et vraiment, c'est très important. Je dirais c'est important dans n'importe quel cadre professionnel de ne jamais faire que son travail. Si vous ne faites que votre travail, il y a de grandes chances que vous n'arriviez pas à faire la part des choses, et je vous incite tous à continuer vos passions aussi longtemps que vous le pouvez, que vous aimez ces passions, parce que ça donne une vraie motivation aussi pour mieux travailler, mais aussi pour la vie au quotidien. Ok, eh ben, merci beaucoup Christophe, c'est très complet. Du coup, on va laisser la parole à Frédéric et Arnaud qui vont du coup compléter un petit peu tout ce que tu disais sur ce métier. Donc du coup, n'hésitez pas dans le chat à poser encore vos questions. Frédéric et Arnaud et Christophe peuvent toujours répondre, il n'y a pas de souci, pour justement que vous ayez une idée un petit peu générale de ce métier parce que Arnaud et Frédéric sont également product managers, mais du coup sur d'autres types de logiciels. Donc, je t'en prie Frédéric, explique-nous un petit peu ton métier en quelques mots. Okay. Le métier, Christophe l'a très bien décrit. On travaille dans la même équipe et on travaille pour le même logiciel. Et même si on devait parler de plusieurs autres logiciels de chez Finastra, l'histoire serait toujours à peu près la même. Donc, je ne vais peut-être pas insister sur l'aspect du métier et des postes, des tâches du métier, mais sur mon parcours à moi, pour montrer une approche vers product management pour un logiciel de finance, juste un petit peu différente de celle de Christophe.
Moi, en fait, je n'ai pas fait mes études dans l'ingénierie, mais dans le business avec un diplôme d'études supérieures commerciales que j'ai enchaîné après avec un DESS de finance. Et tout ça m'a fait atterrir dans la banque, dans le département trésorerie d'une banque très française, que je ne nommerai pas. Et en fait, en grandissant, on apprend, on se découvre, on apprend, on détermine mieux, on identifie mieux ses moteurs. Et moi, quelque chose dont j'avais vraiment envie, c'était l'ouverture. C'est travailler plus en interaction avec des gens, mais surtout avoir la dimension internationale. Et en tant que banquière, je travaillais sur des logiciels et les gens de ces logiciels venaient me rendre visite pour, comme l'expliquait Christophe, régler les problèmes que j'avais. Et en discutant avec eux, je découvrais leur vie. Ils étaient tout le temps en train de voyager. Je voyais l'esprit un peu plus cool de leur entreprise d'informatique que l'esprit plus guindé de la banque. Et je me suis dit, c'est ça que je veux parce que c'est un métier qui me fera voyager, qui me fera rencontrer des gens. Et c'est aussi un produit. Et je me suis rendu compte comment l'aspect l'apport de solutions, l'apport de services, résoudre des problèmes pour des gens était important pour moi. Donc, je suis passée du côté éditeur de logiciels. C'est pas évident. D'autres gens préféreront faire la démarche inverse, d'aller vers des plus petites boîtes d'informatique, vers la grosse banque qui est rassurante. Moi, j'avais besoin de quelque chose qui est peut-être plus challenging, mais plus dynamique. Et une fois arrivé dans la banque dans une boîte de logiciels comme la nôtre, il y a plusieurs métiers. Product management est un de ces métiers. Et là, j'y voyais ce qu'a décrit, ce qu'on a matérialisé par le chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on est au milieu de toute une activité qui va de... Le chef d'orchestre, ça commence même à la rédaction de la composition. C'est-à-dire, on écrit la musique. Et à toutes les étapes, on interagit avec plein de fonctions différentes pour quelqu'un qui est passionné de rendre service, passionné de résoudre des problèmes et curieux de plein de choses parce qu'on est sur la construction du produit. D'abord, il faut connaître les problématiques clients, il faut qu'on connaisse ce côté-là. Il faut savoir établir un prix, il faut savoir marketer, c'est-à-dire comment on le présente, qu'est-ce qu'on rédige comme notice, comment on va le donner aux commerciaux pour l'amener aux clients. On est au milieu de tout ça et c'est extrêmement riche. Et donc, on a une question justement de Karim tu nous as dit que c'est des rencontres qui t'ont aussi amené à changer de métier, absolument, changer de carrière. Et il se demande c'est quoi les rencontres qui t'ont justement le plus marqué dans ta carrière. Est-ce que tu aurais un exemple à nous citer? Alors, les rencontres qui m'ont le plus marqué dans ma carrière, ce sont mes premiers employeurs. Ce sont ces personnes qui ont démarré ces entreprises. Moi, je suis probablement la moins jeune du panel aujourd'hui. Et j'ai démarré ma carrière au moment où il y avait beaucoup de ce que vous aurez peut-être dont vous aurez entendu parler, les startups. C'est-à-dire les gros débuts des entreprises d'informatique. Bon, aujourd'hui, il y a des startups aussi dans des domaines technologiques différents. À l'époque, c'était vraiment le plein boom des startups dans le domaine de la finance pour tous ces nouveaux produits financiers que je ne détaillerai pas. Et donc, ces gens qui ont lancé ces entreprises, qui avaient de la vision, qui avaient du courage, qui avait aussi une grande ouverture pour faire appel à des gens comme nous d'horizons très différents et qui contribuons par notre diversité de profils, en fait. J'ai travaillé avec des gens en informatique qui avaient des masters en biologie. C'était en l'occurrence des Américains qui, eux, en fait, ils regardent la capacité de la personne, son adaptabilité, sa curiosité, sa réactivité, pas nécessairement quel est son diplôme. Le diplôme n'est que c'est qu'un domaine d'application. L'important, c'est la personnalité et l'entre-gens des personnes qui se présentent. C'est des secteurs qui permettent d'y arriver par plein de moyens différents, en fait. Tout à fait. Les profils sont variés. Okay. Et justement, il y a Cléa qui demande est-ce qu'il t'arrive de t'ennuyer dans ton métier? Ça n'a pas l'air dans ce que tu nous décris là. Je crois que le problème, c'est peut-être un petit peu le contraire. On n'a jamais fini de résoudre des problèmes de tous ordres. Je suis d'autant plus que le moteur, c'est le marché qui évolue tout le temps. Donc, nos clients ont tout le temps des besoins en évolution. Mais notre compagnie elle-même est tout le temps en évolution.
elle établit des stratégies, elle les ajuste, elle se réorganise. Donc, je crois que c'est super important pour moi, même si parfois c'est un peu épuisant, pour moi, c'est un moteur de jamais être dans l'ennui. Ouais, c'est un métier qui bouge toujours, qui évolue toujours. Un métier, alors c'est un petit peu spécifique au product management, encore une fois, parce qu'on est au milieu de tellement de choses que c'est impossible qu'il n'y ait rien qui bouge et auquel on doit s'adapter. Il y a toujours quelque chose auquel il faut s'adapter, mais après, ça dépend vraiment de l'entreprise. On parle beaucoup de la dimension internationale parce qu'on est sur le produit dont on parle aujourd'hui, dans la boîte dont on parle aujourd'hui. Maintenant, si vous vendiez des fromages, encore que le fromage, ça s'exporte, mais il peut y avoir très bien d'autres produits qui sont franco-français et qui ne vous feront pas sortir de l'Hexagone. Donc, même dans Product Management, il y a des choix. Voilà, moi, mon choix, c'était celui-là parce que c'était ce que ça m'apportait en termes d'ouverture diverses et variées. Super, merci beaucoup Frédéric, c'est très complet et c'est vraiment passionnant. Et on va laisser du coup la parole à Arnaud pour que tu nous expliques à ton tour un peu comment tu es arrivé chez Finastra en tant que Product Manager et également ce qui t'anime aujourd'hui dans ton métier, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous, c'est Arnaud. Alors, comment je suis arrivé chez Finastra? Je dirais que je suis un peu tombé de l'arbre. Il n'y avait pas de plan initial, donc c'est un peu arrivé au fil de l'eau. Donc, quand j'étais jeune, un peu plus jeune, donc probablement à votre âge, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Ou plutôt, je voulais faire plutôt sportif. Donc, c'était plus mes premières passions. Ceci étant dit, réussir dans le sport, c'est pas facile non plus. Donc, surtout dans le football. Donc, à un moment donné, on se prend à se dire peut-être qu'il faut continuer les études quand même, on ne sait jamais. Et on se remet aux études et on continue un petit peu. Donc, bon, l'approche de mon côté, c'était plus de m'orienter vers là où j'avais un petit peu plus de facilité par rapport à d'autres. Donc, je dirais que c'est plutôt ça qui a fait mon parcours. Donc, j'ai plutôt suivi un peu la voie de moins de résistance. Donc, naviguant un peu entre les options. Donc là, j'ai eu mon bac. J'ai fait une école d'ingénieur aussi, un petit peu comme Christophe. Avec donc là-bas aussi un peu plus en suivant un peu le fil, je me suis retrouvé à faire des mathématiques appliquées. Donc, c'est parce que j'étais plus à l'aise dans ce domaine-là. Je ne savais pas encore trop quels étaient les débouchés. Et j'ai continué mes études et c'est après être diplômé que donc j'ai un peu regardé qu'est-ce que je pouvais faire, etc. avec ce bagage-là. Il se trouve que sur les solutions qu'on propose, nous, il y a une partie calculatoire. Donc, il y a une partie calculatoire qui peut se rapprocher un petit peu un peu comme Christophe parlait, d'algorithmes et tout ça, où il y a quand même besoin d'expertise. Et donc, moi, j'interviens un peu plus sur ces aspects-là, ces aspects d'expertise pour tout ce qui est calcul du côté du logiciel. Je fais ça depuis à peu près 10 ans aujourd'hui dans la boîte. Donc, dans l'équipe de product management, mais avec un vernis, on va dire, expertise de ce côté-là, tout ce qui est calculatoire. Donc, voilà, c'est intéressant parce qu'il y a un aspect technique qu'on va retrouver dans ce métier. Il y a un aspect plus général, un peu comme pour mes collègues, tout ce qui est définition du produit, de la roadmap, de la stratégie, etc. Participation au workshop de brainstorming avec nos équipes à Bucarest, etc. Et échange avec les clients où moi, j'aurais toujours ce vernis un peu plus technique, un peu plus orienté calcul de la solution, au niveau de la solution logicielle. Donc, ça, oui, toi, tu es le matheux du groupe, quoi. tu fais des calculs. Tant que ce n'est pas un gros mot, je le prends. Ah non, au contraire. non, un peu plus, voilà. J'ai un petit vernis, voilà, un peu plus vernis au niveau de l'équipe. Parce qu'effectivement, au niveau de l'équipe. La question que tout le monde se pose, Arnaud, est-ce que tu as continué le foot ou pas? Ouais. Non, malheureusement, je n'étais pas assez bon. Mais là, je fais du karaté. Donc je continue du sport. Et puis pas n'importe quoi, c'est notre champion de karaté quand même. Oui, j'ai participé. T'es titré quand même. Je continue à participer à des compétitions de karaté au niveau international aussi, en parallèle de mon métier. C'est super. L'international est partout. Comme quoi, justement, ça revient à ce que disait Christophe. Quand bien même, voilà, vous faites des métiers avec des horaires quand même à rallonge, j'imagine quand même un petit peu de stress. Vous avez quand même le temps
pour vos passions extérieures, vos familles, etc. Enfin, il y a quand même cette possibilité d'allier vie privée et vie professionnelle. Exactement. L'un des avantages du métier, c'est qu'il ne nous faut pas grand-chose pour travailler. Donc, on a besoin d'un ordinateur, d'une bonne ligne de téléphone et une bonne connexion Internet. Et en général, on est opérationnel. Donc, on peut travailler soit au bureau, comme la plupart du temps, ou à distance, comme on le fait en ce moment dû au Covid, mais on peut travailler à peu près n'importe où. Donc, même quand je suis en déplacement, si c'est pour une compétition sportive, même à l'étranger, je peux quand même continuer à travailler entre les temps de repos, par exemple. Et on a une petite question de Karim qui se demande si on est obligé de faire une école d'ingénieur pour faire vos métiers, ou si on peut passer par la fac, ou une école de commerce, ou est-ce qu'on peut passer par la fac et un cursus d'université pour arriver sur vos métiers? Est-ce que vous avez des collègues qui ont été à la fac, qui ont eu des masters de fac? Oui, on a des collègues qui ont des profils très, 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 très divers. Donc, on a des collègues qui ont fait de la fac et qui sont arrivés sur nos métiers. Donc, c'est l'une des voies principales. Donc, il y a la voie école, effectivement, soit de commerce, soit d'ingénieur. Et il y a la voie fac. Et on aura beaucoup de gens qui auront des masters 2 et qui vont être avec nous sur les mêmes postes, absolument les mêmes profils de poste. D'accord. Et il y a une autre question qui est particulièrement d'actualité, là. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de télétravailler autant? Est-ce que vous arrivez à garder le rythme? Il y a des côtés difficiles, c'est le manque un peu de contact physique, on va dire, avec les collègues. Effectivement, donc on a des réunions par visio, mais c'est un peu moins interactif que quand on se voit, parce que si vous vous rappelez des images de Christophe où il y avait des post-it un peu partout sur les murs, quand on est à distance, c'est beaucoup plus difficile. Bon, on peut coller ces post-it soi-même, mais on ne voit pas les post-it des autres. Donc, ça complexifie un peu le travail à distance. Ça, c'est une chose. La seconde chose à laquelle, effectivement, il faut faire attention, c'est moins évident la séparation vie privée, vie professionnelle quand on est en télétravail. Donc, on est obligé. Moi, j'ai mes rituels pour être sûr de déterminer quand la journée commence et quand la journée finit. Donc, j'ai mes rituels pour. Sinon, on se laisse vite déborder. On peut se laisser déborder par la journée de travail sur sa vie personnelle. Et justement, on te demande c'est quoi tes horaires? Est-ce que c'est à peu près les mêmes que Christophe? C'est à peu près les mêmes. Moi, j'adapte un peu plus. Donc, le soir, je partirai un peu plus tôt. En général, je pars sur les coups de 18h, 18h30. Si je peux avoir d'autres obligations en parallèle, parce qu'en général, je m'entraîne plutôt le soir. Mais sinon, on se cale à peu près sur les mêmes horaires. Et du coup, on a une autre question. C'est dans combien de pays vous êtes allés pour le travail? Tous les 3, du coup. Vous pouvez Est-ce que vous pouvez les lister un petit peu pour nous faire voyager en ces temps où on est confiné? Bon. Vas-y, Frédéric. Commence, Fred. Ouais, alors, bon, États-Unis, Angleterre, Italie, Allemagne, Hollande, Finlande, Danemark. Ensuite, Chypre, Grèce, Tunisie. Peut-être je peux aller voir un client en Côte d'Ivoire quand le Covid réouvrira. Turquie, je pars à l'est maintenant, je fais un petit peu. La Chine, Hong Kong, le Thaïlande, le Japon. Voilà, je dois en oublier quelques-uns, mais à peu près ça. On a déjà bien voyagé. Là, pas mal. Et toi, Arnaud? Bon, pour compléter, je dirais Malaisie, Corée, Singapour, Singapour. Japon, oui, États-Unis aussi, et en Europe, on va dire Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suède. Donc, en Europe, même pas mal. J'ai pas fait la Suède. Et vous avez le temps de voir un peu le pays et de visiter quand vous y allez, ou c'est travail? Alors, une astuce, c'est de s'arranger avec le client pour mettre les réunions plus en fin de semaine ou en début de semaine. Ça permet d'avoir le week-end sur place.
Donc, ça ne doit pas sortir d'ici. Donc, c'est une astuce qu'on utilise beaucoup. Et dans ces cas, oui, vous pouvez vous visiter. Sinon, non. Sinon, vous ne visitez pas trop. Super. Et Pardon, excuse-moi Frédéric, je t'en prie. Non, c'est vrai, il faut essayer de s'arranger pour en profiter un peu. Parce que je pense que c'est vrai, nos horaires sont assez longs et quelquefois, on doit donner de notre personne même pour voyager. Parce que parfois, ça peut être un aller-retour dans la journée sur Hambourg, Francfort, etc. Et il faut compenser. Notre employeur sait aussi gérer ça. Il faut pouvoir en profiter, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire sur le tard. Au début, je donnais, mais maintenant, je pense qu'il faut chercher et trouver un équilibre et se créer des occasions de visite. Et du coup, l'idéal, je suppose que quand on arrive à caler un week-end, c'est de faire venir sa famille pour rejoindre le temps du week-end. Quand ce n'est pas la Malaisie ou oui, là, c'est un peu chaud pour... Parfois, parfois on le fait, oui, bien sûr. Ça m'est arrivé à Amsterdam et à New York, effectivement, de faire venir ma femme. On a pu visiter ces villes. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Alors, c'est vrai que comme il n'y a pas non plus, c'est pas comme si on avait 10 jours devant soi, donc on peut aller très très loin. Un week-end, déjà, on fait beaucoup de choses en un week-end. Mais une chose que j'ai appris à faire aussi, c'est, au début, je n'aimais pas trop courir, mais au fur et à mesure, je me suis dit, bah tiens, en fait, il n'y a pas meilleur moyen pour découvrir une ville, parce que c'est souvent des villes dans lesquelles on va, que finalement de prendre son t-shirt et ses chaussures et puis d'aller courir le matin ou le soir. Alors quand on est en décalage horaire, on va utiliser le décalage qui va dans notre sens. On va profiter comme ça pour découvrir d'une façon un petit peu non standard. On se lève très très tôt aux États-Unis parce qu'on est décalé dans le bon sens. Super, merci. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup à toutes et tous. Alors, Charlotte, on a juste une dernière petite question quand même qu'on n'a pas traitée et qui est quand même importante. Oui. Vous avez l'air d'avoir des métiers qui sont quand même ultra prenants, passionnants mais prenants. Est-ce que le niveau de salaire le vaut? Je pense que oui, hein, c'est clairement... c'est pas le même niveau de salaire, c'est un niveau de salaire un peu plus élevé que la moyenne. C'est certain que ça nous permet aussi d'avoir d'autres facilités en dehors. Mais c'est vrai que ça demande de l'investissement, de la passion. Et la passion, ça vient, c'est l'appétit vient en mangeant, quoi. Plus on en fait, plus on est passionné. Super. Vous voulez compléter, Arnaud et Frédéric? Je compléterai aussi juste pour dire que notre niveau de rémunération est lié aux performances du produit. Donc, c'est un peu lié à notre travail d'une certaine façon. C'est aussi peut-être pour ça qu'on s'investit relativement beaucoup. C'est que c'est aussi directement lié à ce qu'on va toucher à la fin. Tout à fait. Eh bien, super. Écoutez, merci beaucoup. Et surtout, à tous nos jeunes là, qui nous ont écoutés pendant 1 heure, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions à poser à Frédéric, Arnaud et Christophe si vous n'avez pas eu le temps de le faire. En tout cas, d'ici demain, vous allez recevoir du coup le replay du live ainsi que un article de restitution qui va vous permettre de tirer des enseignements de ce live. Et Gwendoline va vous envoyer tout de suite un petit questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez y répondre, pour nous permettre d'améliorer nos lives de semaine en semaine. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Insta. L'Insta est Stage Découverte. Voilà. Gwendoline vous l'a écrit dans le chat, donc n'hésitez pas à nous suivre. Vous serez au courant de toute l'actu sur nos événements en ligne, nos ateliers également, tout ce qu'on peut vous proposer en ligne et plein d'astuces pour vous aider dans votre orientation. Merci beaucoup. Et demain, en effet, il y a un super live aussi et Cléa y sera, donc les autres, n'hésitez pas à venir avec la directrice adjointe de Action contre la faim. Donc là, on va parler plutôt des métiers de l'humanitaire, donc n'hésitez pas à venir, ça va être un live très intéressant aussi. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À très bientôt.